Salut, moi c'est Steph. Et toi? T'es sur Radio Jab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer? Comment on devient meilleur? Quel état d'esprit ça implique? Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher? C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur Radio Jab. Bienvenue dans ce nouveau format de Radio Jab, le Book Review. C'est simple, on lit un book et on s'assied pour en discuter au micro. Cette semaine, Sarah et moi, on a lu Shoe Dog de Phil Knight. Alors Phil Knight, si vous ne le connaissez pas, je suis sûre que vous connaissez sa boîte, c'est Nike. Et Shoe Dog, c'est la genèse de Nike. C'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat et surtout de l'émotion du fondateur. C'est une histoire d'audace, de persévérance, de courage et d'une équipe de sacrés barrés qui ont monté un sacré empire. Allez, bonne écoute et à bientôt sur Radio Jab. Salut Stéphanie. Salut Sarah, ça va? Ouais, et toi? Ouais, trop bien. Écoute, parfait. On sort d'un Big Jab hier et aujourd'hui c'est mercredi et j'ai décidé que c'était un bon jour pour faire une book review. Excellent, on est trop contentes. Et donc on va parler d'un livre qui nous a toutes les deux vachement marqué, qui est Shoe Dog de Phil Knight. Yes. Alors peut-être, pour commencer, pour les gens qui l'auraient pas lu, qui ne savent pas qui est Phil Knight, on va remettre un peu de contexte. C'est la... Comment tu dirais? C'est la biographie, ouais. C'est l'histoire de la jeunesse de Nike, en fait. C'est l'espèce d'autobiographie de Nike par Phil Knight, qui est son fondateur. Le but de cette radio, et on en discutait tout à l'heure, c'est vraiment de vous donner, nous, ce qui nous a marqué dans ce livre, notre point de vue, de vous donner envie de le lire si vous l'avez pas lu, de le revisiter si vous l'avez déjà lu, et en fait, de vous donner aussi assez d'infos et de learnings intéressants pour ne pas le lire si vous avez pas envie, quoi. En gros. Et nous, on aura toujours un peu notre point de vue et notre prisme par lequel on va analyser les choses et les livres qu'on va vous donner, en fait. Voilà. Et donc, n'oubliez pas que ceci est une radio. Et donc, en tant que bons auditeurs, si vous avez lu le bouquin et que vous avez des avis différents des nôtres, on veut tout savoir. Donc, vous nous laisserez des messages sur la hotline Jab au 06 14 18 59 27. Futur numéro. Et voilà. Bon, déjà, Sarah, raconte-moi un peu comment tu décrirais le livre à quelqu'un qui connaît pas du tout ce dont il s'agit, quoi. De quoi parle-t-on? Alors, pour moi, on parle de deux choses croisées qui sont l'histoire de Nike et l'histoire de Phil Knight, le créateur de Nike. Ouais. Et en fait, les deux sont complètement intermêlés puisque c'est la même timeline, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution à la fois de la boîte de Nike, qui est incroyable, fulgurante et tout ce qu'on veut, et ce qui se passe en parallèle dans la tête de son fondateur. Ouais. Et je pense que ça, c'est un des trucs du livre qui est intéressant, c'est que souvent c'est pas du tout en adéquation. Ouais, c'est trop. J'ai pas du tout pensé à ça moi quand j'ai lu le bouquin, mais en même temps c'est vrai qu'il y a un clash de ouf entre Nike qui évolue d'une façon les croissances des ventes de manière exponentielle et le mec en fait dans sa tête il est demain c'est fini. Genre c'est énorme. C'est en fait il pense toujours que c'est fini, ou alors quand ça se passe bien dès le début, il est vraiment dans le dur en se disant mais ça marchera jamais ce truc parce que son père lui fout la pression entre autres et lui répète constamment que son truc est une blague. Et ça c'est un point déjà que je trouve hyper intéressant, qui est comment quand t'es fondateur d'une boîte en fait de toujours penser que demain ça peut être la fin, c'est le moteur de ta croissance, et c'est un peu ça quand même pour Nike, que d'être toujours sur le fil du rasoir. Enfin nous je sais qu'on y réfléchit beaucoup. Carrément. Je pense que un des trucs qui m'a le plus marqué dans ce livre, en tout cas, c'est les risques. Vas-y, raconte. Parce que ce gars-là, en fait, vous pouvez regarder un peu toute l'histoire, etc. Mais si on doit donner quelques points dans le livre qui sont intéressants, c'est que ça part toujours d'un risque. Ouais. Donc, il fait un voyage autour du monde à une époque où c'est pas du tout à la mode ni commun. Ouais. C'est un premier risque. Ouais. Il rentre, il voit des chaussures, il se dit oh purée, ça va être... non, il est au Japon, il se dit ça, vraiment, c'est des chaussures de dingue. Ça va?
petite vérification micro. Ah non, c'est bon, ça va très bien. Je reprends au même endroit. Vas-y. Donc il est au Japon, il voit des chaussures, il se dit mais ça c'est un truc de dingue. Il en ramène quelques-unes, il les vend, il se dit, mais tiens, je vais retourner au Japon, et puis je vais en acheter 10 000, et puis je vais les vendre. Enfin, le mec sur ses voyages, c'est un malade. Moi, c'est comme tu disais, aujourd'hui, ça paraît normal de faire des business trips, tu vois, l'avion, c'est pas cher, tout le monde voyage et tout, mais faut se dire qu'on est dans les années 70, et il le présente hyper bien, le contexte différent, où tu vois que le mec, il met toutes ses économies pour aller faire un voyage au Japon, il a même pas de rendez-vous parfois. Enfin, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est des risques. C'est ça. Et en fait, il met le pied dans la porte d'une boîte qui s'appelle Onitsuka. Ouais. Et puis, il leur fait croire qu'il a une grosse boîte aux États-Unis pour leur prendre des chaussures et puis les vendre chez lui alors qu'il sait même pas à qui va les vendre. Donc ça, c'est encore un risque. Ouais. Par la suite, quand il grandit un petit peu, il quitte son job. Encore un risque. Ouais. Enfin, il reprend un job parce qu'il a plus d'argent. Enfin, voilà, mais risque. Ensuite, toutes les fois, il commande plus que ce qu'il a comme trésorerie. Ouais. Et à chaque fois, il se met à risque avec la banque. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, tu disais que il a l'impression qu'à tout moment, ça va échouer son truc. En fait, il se met tellement à risque que à tout moment, ça peut s'arrêter. Ouais. Et à la fois, c'est ça qui le fait grandir. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est excellent. Bah, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, souvent dans le bouquin, moi, ça m'a choqué à quel point le nombre de fois la phrase peut-être que demain it's over. Tu vois, genre, et en même temps, tu sens que il a beau l'écrire d'une façon hyper dramatique, mais tu sens que ça fait palpiter son cœur de vouloir continuer et qu'en fait, quand il écrit ça, il met non, ça sera jamais over. Et il se met dans des pétrins pas possibles avec la banque et tout. Et même d'ailleurs, dans son, moi, forcément, c'est un prisme avec lequel j'ai lu le bouquin, mais dans son recrutement, dans sa culture de boîte, dans la façon dont il veut que Nike soit perçu, etc. Pareil, les gars, c'est des misfits quoi, c'est des barjots en fait, les gens qui il fait une boîte de running. Le premier gars qui recrute, c'est un obèse. Ouais, et le deuxième c'est un mec dans une chaise roulante. Non mais c'est en vrai, c'est énorme. Tu vois genre moi ça c'est un truc qui m'a vachement marqué. C'est génial. Aujourd'hui, on dit Nike, tu vois athlète, tous les mecs Jordan et des trucs comme ça et moi, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai découvert le vrai sens de la marque Nike, tu vois, et donc ce goût du risque d'aller, mais plutôt dans le sens rebelle, tu vois. Qu'est-ce que c'est la rébellion, quoi. Et les gars, il appelle sa team les buttface, donc les têtes de cul. Tu vois, c'est quand même. Et en fait, c'est un passionné de running. Il a embauché un gars pour faire des R&D. Les mecs, ils moulent des chaussures avec des gaufres, enfin un gaufrier. Ouais, merci, voilà, avec des machines à gaufres. Ils les testent et toutes dans la façon dont ils mettent leurs premières chaussures aussi dans les mains des athlètes et tout. C'est aussi hyper risqué parce que en fait, ils sont là, c'est Adidas qui domine le marché et eux, ils sont en mode genre, ouais, on s'en fout de Adidas, on va mettre les Nike. Donc il y a le risque et il y a aussi l'audace qui va ensemble. Et vraiment cette idée de rébellion qui est géniale. Donc ça c'est un deuxième truc et là pour le coup c'est un peu plus sur le prisme culture de boîte que j'ai trouvé hyper fort et il y a une anecdote dont on discutait aussi quand il se lance dans les fringues et je pense que ça c'est cool de la réévoquer rapidement mais en fait quand il se lance dans les fringues il donne la création de la ligne de fringues au gars le plus mal sapé de la boîte, quoi. En fait, un gars à qui il fait confiance et qui est aussi un comptable, d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'est un comptable. Ouais, c'est ça. Donc Phil Knight, au départ, il est comptable. Et donc, tous les gens dans sa boîte à qui il fait confiance, c'est souvent des comptables. Ouais. Et donc ce gars-là, à qui il fait confiance pour lancer la marque de fringues, il se rend compte au fur et à mesure, parce que du coup il commence à regarder un peu comment sont habillés les gens, il commence à être plus ouvert à ça et en tout cas plus attentif. Et tout le monde dans sa team lui dit mais ce gars-là c'est vraiment le pire pour faire ça quoi. Et lui il dit bah j'ai confiance, il m'a dit que ça marcherait donc on lui fait confiance. Et donc Phil Knight se rend compte au fur et à mesure que tout le monde est trop mal habillé. Donc il commence à mettre des règles des règles vestimentaires quoi. Ouais. Et là, tout le monde se retourne contre lui. Ouais. C'est vraiment la rébellion encore une fois. C'est les membres des buttface, ils viennent carrément habillés en kilt et en trucs ultra provocants pour lui montrer que ça ne marchera jamais.
Ouais. Et en fait, le clou de l'histoire, c'est que le jour où ils doivent présenter cette marque de vêtements voilà, au sein du board, le fameux gars en charge arrive avec un sac en craft, quoi. Un sac en craft génial. avec les fringues à C'est génial, l'intérieur. cette histoire. Et il les sort sur le bureau. Et là, fou rire général. Fou rire général, mais de nerfs, à mon avis. Ouais. Tu vois, ouais. De nerfs parce que la collection est horrible et le mec en fait hyper maladroitement reprend toutes les fringues, les remet dans le sac craft qui explose. Enfin voilà, la situation complètement absurde. Et ce que tu voulais dire sur l'aspect culture, je pense, c'était beaucoup plus fort que ça. Ouais. Tu vois, c'est que en fait vraiment. C'est une culture et une marque qui s'est forgée d'abord de l'intérieur et du noyau dur des fondateurs et de cet esprit de mec rebelle. Et tu le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je le lie à la culture du risque. Le mec, son père lui dit non, ça va pas marcher au début. Il s'en fout. Le mec, il va au Japon. Enfin, même sa femme. Alors, il parle beaucoup de sa femme dans le bouquin d'une manière que je trouve hyper habile d'ailleurs, parce qu'il révèle pas forcément toute leur intimité, mais par contre, il fait vraiment bien transparaître à quel point ils sont une équipe, les deux. Et à quel point en fait elle a été cruciale. Enfin tu vois, en anglais on dit instrumental, je sais plus trop comment dire en français, mais vraiment dans l'aventure quoi, centrale dans l'aventure. Une meuf pivot d'ailleurs, au début il l'avait recruté, mais bon voilà. Et donc pourquoi je disais tout ça, oui donc toute cette culture du risque et la rébellion, je pense que c'est vraiment un premier point. Enfin, pour moi, c'est le truc central du bouquin et qui peut nous apprendre à tous dans notre vie. Donc, moi, une autre question que je voulais te poser, que je suis assez curieuse, c'est qu'est-ce que tu retiens dans ta vie quotidienne ? Est-ce qu'il y a des trucs de ce bouquin que t'emportes avec toi tous les jours ou qui sont dans un petit coin de ta tête et que parfois tu te dis à ça, ouais. Moi, il y a un des trucs que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il raconte énormément les moments où il réfléchit. Ah. Et en fait, il a un petit rituel tous les soirs de se mettre dans son, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un genre de fauteuil avec les pieds qui s'allongent là. Les trucs de requin. Tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble cette horreur là. Et donc ce fameux fauteuil qui le suit partout dans toutes les maisons où il habite, il a son endroit avec son armchair là, et dans lequel d'ailleurs il appelle son père tous les soirs, qui lui dit qu'il est un loser au début et puis ensuite qu'il le félicite. Et en fait, il raconte tous ces moments d'introspection, de réflexion, et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie intégrante de son travail en tant qu'entrepreneur. Excellent. Et en tant que patron, de toujours réfléchir, de toujours prendre un pas de recul en fait sur ce qu'il fait. Parce que c'est là où il a ses meilleures idées, c'est là où il dénoue toutes les situations, c'est là où il prend les plus grosses décisions. Il court beaucoup aussi d'ailleurs. Il court beaucoup aussi. Et c'est aussi un temps d'introspection. Exactement. Et moi j'ai bien aimé ça parce que souvent, dans la vie de tous les jours, on court, moi je vois beaucoup de clients, je prends beaucoup de rendez-vous, il y a pas beaucoup de temps qui est laissé à la réflexion, l'introspection. Et j'ai trouvé ce truc-là intéressant et facile à prendre en fait. Ouais, c'est clair. Et ça peut être un rituel du matin, ça peut être un truc quand on rentre. Moi, je sais que quand je rentre chez moi, j'ai un sas de décompression. Ah, excellent, vas-y, raconte, c'est quoi ton sas de décompression? Je rentre chez moi, je passe la porte, il y a mon chien qui me saute dessus. Et ensuite, je vais sur mon petit balcon et je regarde le ciel pendant 5 minutes. Excellent. Tu sais que ça en plus, petite parenthèse, mais c'est excellent de regarder la nature pendant 5 minutes. Et l'horizon aussi. Ouais, c'est un des seuls trucs qui repose ton cerveau. J'avais parlé à une experte en neurosciences et en addiction digitale. On ouvre une petite parenthèse, mais qui disait que en fait, tu sais, je sais pas si t'as cette sensation parfois en anglais on dit brain fog, de brouillard de cerveau. Complètement. T'as l'impression tous les auditeurs l'ont. Ouais, vraiment. Tout ce qui peut te passer par ton cerveau, t'as vraiment l'impression que genre tu le calcules pas, quoi. T'es genre les yeux transparents. Et un des seuls trucs qui régénère ton cerveau à part dormir, c'est de regarder la nature. Donc ça peut être genre regarder une feuille, regarder les nuages comme tu fais et tout. Donc voilà. Donc ça c'est pour moi un des trucs faciles à prendre et hyper central dans le livre. Pour toi, ce serait quoi? Justement, je suis en train de feuilleter mon bouquin parce que j'ai corné tellement de pages. Pour info, le bouquin de Stéphanie est, comment on peut dire, usé
de manière intensive. En plus, c'est hyper rare parce que je dois vous avouer que je suis plutôt maniaque des livres. Genre, je supporte pas, par exemple, une tache de café sur un livre, même si j'en fais, et ben je dois racheter le livre. Voilà. Mais ce bouquin, pour une raison que j'ignore, je pense parce que c'était mon bouquin que j'ai trimballé partout tout l'été, et ben il a bien vécu. Ouais, donc bon, au-delà de toutes les pages que j'ai cornées, et moi le truc que j'ai retenu le plus et que j'emporte peut-être dans ma vie quotidienne, c'est de savourer et c'est un truc je sais qui t'a aussi touché, de savourer en fait ces aventures de création de boîtes, ces débuts où tu sais quand t'es arrivé au sommet, tu te dis ah si je pouvais tout refaire. Ah oui. Et parce que quand t'es dans le dur, ouais. Tu vois, ça me donne. Ouais. Mais c'est vrai parce que en vrai, moi franchement, j'ai eu les larmes aux yeux parfois. Je me souviens de passages. En fait, à la fin, même là rien que d'en parler, en vrai, je suis trop émotive. Mais à la fin, j'ai trop pleuré parce que donc il est avec son papa et il fait un voyage tour du monde un peu spécial pour son papa qui est à la fin de sa vie et tout, et il voit des gars avec des Nike partout et le mec là il prend conscience de son impact et il pense aux athlètes, aux aventures extraordinaires, au campus Nike, enfin la façon dont il le raconte est incroyable et il dit ben waouh quoi, genre si je pouvais tout revivre, en fait le seul truc que je veux c'est tout revivre, ces montagnes russes, ces moments où j'étais en procès, j'ai cru que j'allais faire faillite, ces moments où bah tu vois comme on en parlait, j'ai lancé une collection de vêtements de merde et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais, ces moments où je vendais des chaussures dans ma voiture et tout, enfin et moi ça circuit de course, ouais. Et moi ça typiquement tu vois dans l'aventure qu'on vit avec Jab, tous ces moments j'essaye d'en prendre la mesure et de me dire trop puissant, genre c'est des trucs uniques et peut-être demain on sera pas où on en est aujourd'hui et tant mieux, mais en fait il faut les garder hyper précieusement et c'est ce que tu disais, ça va beaucoup avec le côté hyper mindful de pleine conscience, on va dire de vivre le moment présent, que dans l'entrepreneuriat on oublie vachement. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi et les gens se reconnaîtront probablement là-dedans. Entreprendre et monter des boîtes comme voilà beaucoup de gens le font aujourd'hui, je pense que un des trucs qu'on cherche c'est de l'aventure. Ouais. Et c'est de vivre des choses, de vivre des émotions fortes et c'est ça qui nous marque en fait. Et d'ailleurs ça c'est excellent. Au début du bouquin, il ne parle pas de son projet sous un autre nom que Crazy Idea. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, je viens de regarder là un truc que j'avais corné. Avec des majuscules. Ouais. Avec une majuscule à Crazy et à Idea. Et ça, rien que ça, c'est complètement génial. Tu sais, genre, c'est ce que tu dis, tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, putain, j'ai cette idée de malade et cette vision et tout. Et pareil, moi, j'ai trouvé ça excellent. Un des trucs qui m'a beaucoup marqué dans ce bouquin, c'est le pouvoir de sa pensée sur le monde. Et par ça, je veux dire, et là, je lis une ligne où il y a écrit "Belief I decided, belief is irresistible", c'est-à-dire la croyance dans quelque chose est irrésistible. Et ça me fait penser à conviction. Ouais, exactement, c'est ça, c'est la conviction, tu vois. Et ça, je trouve ça trop fort parce que c'est ce qu'on disait. Il a pris des risques, le mec, il a nagé à contre-courant de tout le monde et tout. Mais sa conviction et son attachement à sa crazy idea, et lui et ses butt faces, tu vois, ils s'étaient créé une petite mini armée ensemble que rien pouvait les arrêter. Et ça, encore une fois, avec mon prisme marque, c'est vraiment la marque Nike. C'est Just Do It. Il y a plein. Moi, j'avais un t-shirt Nike avec écrit "There is no finish line". Bon, et tu vois, je me suis dit, c'est stylé comme slogan et tout. Et en fait, ils expliquent la genèse dans le bouquin de ce slogan. Et là, le truc a pris tout son sens. J'ai dit, mais ça, c'est un t-shirt de l'histoire Nike, en fait. C'est vraiment, aujourd'hui, je trouve, voilà, on parle beaucoup de marques authentiques, des trucs comme ça. C'est devenu vraiment un peu du jargon pipeau. Et quand on lit ça, on se rappelle de ce que ça veut vraiment dire. Et un des trucs que j'ai bien aimé en termes de stratégie, pour le coup, pour des entrepreneurs qui, comme nous, pensent à leur marque, façonnent leur marque et tout, c'est peut-être arrêter de penser à ça d'un point de vue comme extérieur de ce qu'attendent les clients. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose. Dans un premier temps, en tout cas. Voilà. Ou en simultané, ou voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre angle qu'on n'attaque pas assez souvent. On pense très souvent, tous les cours nous disent faites vos personas, quelle histoire voulez-vous raconter à vos clients, qu'est-ce que les clients attendent. Bien sûr, il faut le faire. Mm-hmm. Mais quand on lit ce bouquin, on se dit mais le vrai truc qui va rester, c'est pas ce que les clients veulent et tout nanana, c'est genre qui on est en fait. Qui on est, qu'est-ce qu'on vit et quelles sont nos convictions, et qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens et voilà, et à partir de ça, qu'est-ce que les gens qui sont dans notre team vivent, et du coup qu'est-ce que les gens qu'on embarque dans notre aventure veulent vivre. Et ça, je trouvais ça
C'est Hiroshima. génial. Ouais, je trouvais que c'était trop bien. Bon, moi, je vois un parallèle direct avec la vente. Bah vas-y. C'est que On est bien. souvent, tu vois, on parle beaucoup de besoins. Ouais. On parle beaucoup parce que t'as mentionné le mot persona et ça me fait penser à ça. On pense aux besoins des clients et ce que eux veulent et ce qu'ils voudraient utiliser ou faire. Ouais. Et en fait, on se trompe en faisant ça parce que les gens qui ont identifié un besoin, c'est déjà quasiment réglé. Ouais. C'est plus un problème en fait. Ouais. Ils ont juste à acheter pour régler un problème. Enfin, leur besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au stade où, si moi je suis future cliente, par exemple, prospect, j'ai déjà identifié mon besoin. Ouais. Je suis déjà un peu trop tard. Bah, t'es déjà, c'est déjà un peu réglé pour toi. J'ai déjà assez trop réfléchi. Voilà. J'ai déjà réfléchi beaucoup. Mais en termes de ce qu'on fait nous, par exemple, d'où ça doit venir chez nous, tu vois, on doit pas penser aux besoins des clients. On doit penser à leurs vrais problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que on peut penser direct à nous, c'est-à-dire comment ça a marché pour nous et comment on peut le faire marcher pour les autres. Nous, on pensait pas forcément qu'on avait besoin de faire d'appeler des centaines de personnes pour avoir des clients. Ouais. On a aussi tâtonné, on a fait plein de choses. Mais en fait, c'est ça qui a marché, c'est ça qui a été fort. Et donc, c'est ça qu'on fait avec nos clients. Excellent. Et parfois, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de prospecter ou de faire du cold calling, des choses comme ça. C'est pas un besoin qu'ils ont identifié. En revanche, c'est un truc qui peut vraiment les aider, qui peut vraiment régler des problèmes profonds qu'ils ont. Ouais, c'est un très bon parallèle. Je pense vraiment le distinguo entre le besoin que t'exprimes et que t'as déjà en fait commencé à identifier et le vrai le problème à la racine un peu quoi. Exactement. L'iceberg. Qu'est-ce qu'on voit, exactement. Ouais, c'est vrai. Et en parlant d'iceberg, un autre truc qui m'a marqué dans Shoe Dog, c'est la notion du temps. Ah. Parce qu'en fait, excellent, vas-y. Ce qu'on voit aujourd'hui de Nike, c'est juste multi-billion business, un truc énorme. Mais ce qu'on voit pas et ce qu'on découvre du coup dans ce livre, c'est que c'est un temps très très long. C'est 40 ans de boîte. Enfin, moi aussi, ça m'a vachement marqué. Et au départ, il y a plusieurs années où ils triment, où c'est incertain, où la boîte s'appelle même pas Nike. Au début, ça s'appelle Blue Ribbon. Comme ruban bleu. Ruban bleu comme les rubans des médailles dans le running, quoi. Ouais. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est tous dans un rush pas possible de je veux que ça marche maintenant, je veux revendre dans 3 ans, je veux ci, je veux ça. On est une génération instantanée, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment pas le cas et je pense qu'on a une vision de la réalité qui est vraiment... Il y a une distorsion, c'est clair. Et tu sais que c'est drôle que tu dis ça parce que un des trucs qui m'est vachement revenu en lisant le bouquin, parce que je me suis fait la même réflexion sur le temps et je me suis dit, je me demande ce que serait Nike si la marque naissait en 2017 ou 2020, enfin, whatever. Mais tu vois, à l'ère des réseaux sociaux et tout ce genre de trucs. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir que Nike sur les réseaux sociaux, c'est bien, tu vois, parce que c'est Nike, mais c'est pas leur terrain de prédilection, tu vois, genre les trucs Nike qui sont vraiment mémorables, si t'as leurs vidéos qui sont excellentes évidemment, mais c'est pas forcément les kings de Insta à faire, tu sais, des concours, des trucs interactifs ou des choses comme ça. En fait, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin, mais moi je pense que c'est surtout que c'est pas leur délire. Nike, c'est genre grandiose, tu vois, les campagnes qu'ils font, c'est des trucs. L'autre jour je voyais à Saint-Lazare un truc qui prend toute la gare, etc. Genre, ils sont bigger que ça. Et moi, c'est aussi un autre truc qui m'a marqué et ça fait écho à ce qu'on disait sur on est dans le rush, on veut que ça aille vite et tout. Ben eux, le fait qu'ils soient forgés dans un temps plus long, et qu'ils ont cette vision plus grande et toutes leurs campagnes sont plus grandes. Hein, tu vois, genre, il y a ce que font les autres. Et genre il y a Nike. Et pour ça, ils ont pas forcément besoin de moyens, enfin si quand même pour afficher dans tout Saint-Lazare, mais tu vois, genre c'est pas forcément des dispositifs à aller sur la lune et tout, mais genre tout est plus grand chez eux. J'ai du mal à l'exprimer. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que déjà ça c'est écrit dans la genèse. Ouais. C'est pas que maintenant parce qu'ils ont des moyens. C'est ça peut-être que tu veux dire aussi. C'est pas parce qu'ils ont des moyens qu'ils font des trucs big. Ouais.
c'est parce que c'est déjà écrit dans leur histoire. Phil Knight, quand il fait des chaussures, quand il vend des chaussures, il pense à Adidas. Alors que le mec, c'est un pélo avec sa voiture sur un il course. Il le dit d'ailleurs, il dit j'ai qu'un seul truc, c'est genre Adidas out quoi, parce que nous on est mieux et on représente les athlètes, etc. Mais oui, c'est vrai. Et ça, pareil, comme on disait, je pense quand t'es tous les gens qui sont à la jeunesse d'une boîte et d'une start-up et tout, genre faut porter ça en soi quoi. C'est clair. Puissance 1000. Et je pense que c'est un truc qui peut manquer parfois. Ouais. On se dit qu'on voit grand, genre je vais lever 1 million quoi, ou je vais faire 5 millions de chiffre d'affaires ou 10. Mais en fait, pourquoi pas 100? Pourquoi pas 200? Et ça veut pas dire que c'est demain. Ça veut pas dire que c'est tout de suite. Mais pourquoi ne pas y penser? Ouais. Et je pense que pour créer des meilleurs leaders et créer des gens qui vont porter le futur, il faut qu'on puisse aussi leur donner des trucs à manger pour nourrir le rêve et nourrir aussi cette envie de faire des choses grandes. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas aux États-Unis qu'on peut pas faire des choses big. Ouais. Je pense que nourrir le rêve est une très belle phrase de fin. Sauf si t'as d'autres trucs à ajouter, mais en fait, j'aurais voulu parler de la fin du livre. Mais non. Je pense que c'est important de la laisser. S'il y a des gens qui l'ont pas lu, je veux pas spoiler. Pour qu'ils savourent ce livre sublime qui est d'ailleurs écrit dans un style exceptionnel. Rien que de tourner les pages, je te jure, je trouve ça moi ça non mais c'est aussi ça, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un aspect très touchant et c'est pas et voilà, on va finir là-dessus sur le rêve. Je trouve que c'est magnifique comme idée parce que c'est pas un livre voici comment faire un business à $1 billion compagnie. C'est pas du tout le sujet. Évidemment, on peut en tirer des leçons pour tout ce qu'on vit chacun, c'est clair. Mais on sent que Phil Knight a appris. À plus. Ciao les bye bye. Alors, putain, je te jure, moi, vraiment, rien que la fin de ce livre, elle me donne vraiment les larmes aux yeux. C'est genre, ça m'émeut trop. Et si on a passé à côté d'un 3e degré subliminal. S'il y a des suggestions, etc., on peut refaire un épisode. Et si vous avez vraiment envie de parler de ce livre, venez, on vous invite dans la radio. Tout est possible. Vous êtes invités. Si big. Et nourrissez le rêve. Merci, Sarah. Merci, Seth. À plus. Ah.